Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. L'heure du face-à-face dans Berkoff dans tous ses états. Aujourd'hui, André Berkoff reçoit le sociologue Michel Maffezoli pour la sortie de son livre Le Grand Orient, les lumières sont éteintes. C'est aux éditions Guy Trédaniel. Bonjour Michel Maffezoli. Bonjour. Alors, Michel Maffezoli, effectivement, on ne vous présente plus, mais je le fais quand même. Il est non seulement sociologue, mais philosophe et professeur émérite à la Sorbonne. Il est membre de l'Institut universitaire de France, docteur honoris causa, je le fais de nombreuses universités étrangères, et il a écrit plus de 40 ouvrages sur, effectivement, nos sociétés postmodernes, nos sociétés claniques ou nos sociétés tribales, et puis récemment l'ère des soulèvements qui a fait beaucoup de bruit, et puis beaucoup d'autres, et la logique de l'assentiment bien sûr, et là Michel Maffezoli, alors là vous parlez de quelque chose qui a toujours été à la fois de l'ordre du fantasme, de l'ordre du sulfureux et de l'ordre de très intéressant, le Grand Orient. Et oui, vous parlez de la plus grande obédience, enfin de la plus grande obédience, en tout cas en France et ailleurs dans le monde, et vous dites carrément, les lumières sont éteintes. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la franc-maçonnerie selon vous? Et je rappelle, parce que vous n'en parlez pas de l'extérieur, vous n'en parlez pas comme quelqu'un qui s'est penché ou en sociologue ou en anthropologue là-dessus, pas du tout. Vous dites exactement ceci, d'ailleurs vous le dites au début de votre livre, et dit voilà, étant resté 50 ans dans cette obédience, donc au Grand Orient, et été exclu, j'ai donné ma démission le 10 novembre 2022, donc au bout de 50 ans, et été exclu quelques jours après par ce qui s'appelle la Chambre suprême de justice maçonnique, une chambre disciplinaire n'appartenant pas à l'ordre judiciaire. Et j'ajoute juste, il s'agissait d'une anecdote illustrant parfaitement l'intolérance et le sectarisme, mais l'utilisation des fins personnelles par certains membres de cette obédience, montrant en quoi elle est devenue une ONG, un lobby ou un club politique. N'est-ce pas une petite vengeance personnelle, ça, Michel Maffezoli? Non, je suis assez serein. C'est une analyse que je fais, comme j'ai fait d'autres analyses qui ont été qu'on a considérées comme provocatoires sur les tribus ou autres. Oui. Là, bon, en effet, à partir d'une expérience qui a été la mienne, puisque vous avez 50 ans. Vous avez souligné, c'est pas rien, un demi-siècle, j'étais jeune quand j'y suis rentré, et je me suis rendu compte progressivement que, voilà, ça perdait de ce qu'était à l'origine une tradition maçonnique, l'ordre traditionnel. Alors, qu'est-ce que c'était à l'origine? Parce que vous distinguez, vous le dites tout au long de votre livre, il y a effectivement l'interventionnisme en politique, tout ça qui a toujours été politique en société, mais vous dites il y a le spéculatif, la tradition, la transmission. Alors, expliquez-nous cela. Disons-le tout simplement. D'ailleurs, dans toute société de longue date, il y avait toujours des sociétés de pensée ésotérique. N'ayons pas peur du terme. C'est-à-dire qui, je dirais, qui réfléchissaient, qui approfondissaient un certain nombre de choses. Et c'est parce qu'il y avait de l'ésotérique, il y avait de l'exotérisme. Vous voyez, je vais le dire d'une autre manière. Oui. Quand Hegel, au 19e siècle, dit la lecture du journal, c'est la prière de l'homme moderne, c'est parce que lui, en tant que philosophe, avait cette pensée ésotérique et il considérait qu'il fallait la sortir, si je puis dire. Voilà. Ça. Alors donc c'est une vieille tradition, les pythagoriciens, la pensée égyptienne, les templiers, on pourrait s'amuser, je ne suis pas historien, mais on trouve des quantités d'exemples en ce sens. Et à vrai dire, la maçonnerie s'inscrit dans cette perspective-là. Et mon hypothèse, le cœur battant de ce livre, un peu, de ce pamphlet un peu polémique, c'est de dire, voilà, il y a un abattardissement. Et c'est un chapitre que j'ai intitulé ainsi, c'est-à-dire qu'on a perdu ce qui était à l'origine une belle dimension de cette pensée, encore une fois, mais tournez juste pour préciser cette pensée ésotérique. Tournez quoi? L'approfondissement de l'humanisme, l'approfondissement de ce que c'est la condition humaine, si on pouvait la résumer. Très précisément, l'accent qui est mis sur le spirituel ou le symbolique. Je suis un disciple de Gilbert Durand, qui lui-même était maçon. C'est à lui que j'ai dédié ce livre d'ailleurs, et qui a mis l'accent sur l'imaginaire, l'importance de l'imaginaire, qui en France avait du mal à s'implanter. Et à bien des égards, l'ordre maçonnique, c'est ça fondamentalement, c'est-à-dire quelque chose qui va mettre l'accent sur cette dimension, je dirais, inaliénable de l'espèce animale qui est la nôtre, c'est l'espèce humaine, qui est cette dimension spirituelle. Et peu à peu, eh bien, on a vu en quelque sorte
sorte qu'on va s'employer à gommer. Et le Grand Orient a gommé progressivement cette dimension symbolique et spirituelle pour aboutir à ce que j'appelle un club. D'ailleurs, je prends le mot à un de mes vieux amis qui s'appelait Bruno Etienne, un bon penseur également. C'est intéressant, vous parlez de club, d'ONG. Voilà, exactement. Et Bruno Etienne, c'est de lui que j'emprunte cette expression. Le club, il était lui-même au Grand Orient et il montrait comment dans ces dernières décennies, il y a eu progressivement quelque chose qui a mis l'accent sur des questions, alors je dis wokiste, c'est-à-dire dans le fond du sociétal galvaudé, c'est-à-dire au lieu de s'intéresser... Le genre, etc. Alors le genre, la couleur de la peau, le sexe, etc., LGBT, enfin tous ces trucs-là, et en mettant l'accent essentiellement là-dessus, et progressivement en oubliant ce qui était l'origine. Vous voyez, en vous écoutant tout à l'heure, je pensais à ce vieil ami Guy Hockenheim, qui avait ce très beau livre que je cite d'ailleurs, Lettre ouverte à ceux qui sont passés du Colmao au Rotary. Eh bien, c'est un peu quelque chose de cet ordre. Vous dites qu'un peu la franc-maçonnerie, en tout cas le Grand Orient, est devenue une espèce de Rotary. En gros, c'est-à-dire le fait que d'une certaine manière, voyez, Boris Souvarine, laissez-moi encore être un peu érudit, disant comment la dictature du prolétariat était devenue la dictature sur le prolétariat, voyez, pour le dire en des termes plus simples, quand l'énamourement devient la tétanie conjugale. Voyez, on pourrait s'amuser à trouver des processus de cet ordre. Alors justement, vous en parlez dans votre livre, vous considérez ça comme un dévoiement, en tout cas une pensée substituée, enfin une orientation substituée, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait qu'on est passé justement de la réflexion sur la spiritualité, sur le symbole, sur ce qui fait notre humanité, enfin qui est d'ailleurs toutes les pensées ésotériques, c'est un peu là-dessus. Qu'est-ce qui fait qu'on s'est intéressé à la société, au genre, et on va parler des gilets jaunes et des manifestations qui sont passées, mais est-ce que c'est quoi? C'est toujours parce que je voulais vous dire, l'histoire, ça a toujours existé, les rapports avec le pouvoir dans la franc-maçonnerie, c'est pas nouveau. Donc, qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui a bougé, qu'est-ce qui a basculé, si vous voulez? Le problème pour moi est simple, c'est-à-dire que dans le fond, je dis bien progressivement, et pas dans leur totalité, parce que moi je connais beaucoup d'amis qui sont restés sur des dimensions symboliques, mais disons que la bureaucratie de cette obédience est restée sur un schéma moderne. C'est-à-dire le progressisme, le rationalisme, l'individualisme. Et donc c'est sur ces valeurs, qui furent des valeurs pas négligeables, encore une fois, et qui ont bien marqué le 18e, et du coup sont en décalage avec ce qui est en jeu actuellement. Vous voyez, je cite ici Charles Porcé, qui fut un de mes vieux amis francs-maçons également, un grand théoricien de la franc-maçonnerie, Hiram sans culotte, un de ses livres. C'est-à-dire Hiram, c'est la figure... le prophète. Hiram, c'est le constructeur du temple, c'est-à-dire dans la vieille tradition mythique. Et il montrait comment, au 18e, justement, Hiram était devenu, en quelque sorte, sans culotte. C'est-à-dire, il était en accord avec le 18e siècle. Cette élite ou cette bureaucratie ou cette technobureaucratie qui gère cette obédience est restée sur ces valeurs et ne s'est pas rendu compte qu'il y avait une évolution. Alors moi je dis post-moderne, peu importe la société en gestation. Un exemple très précis. Ces jeunes générations qui ne se reconnaissent plus justement dans le matérialisme, dans le progressisme, etc., ne sont plus en accord avec justement le fait de rester sur des vieilles lunes, si je puis dire. Vous voyez, 65% des apprentis du Grand Orient arrêtent avant la fin de l'année. C'est un symbole. C'est-à-dire qu'ils quittent le... Bien sûr, tout simplement parce qu'ils se rendent bien compte que ce pourquoi ils étaient venus, c'est-à-dire cette recherche, disons le mot qui fait un peu peur, spirituelle, symboliste, le fait que dans le fond, on ne peut comprendre le visible qu'à partir de l'invisible. Eh bien, que cela n'était plus pris en compte. Mais voilà. Michel Maffezoli, quand même, est-ce que ce n'est pas une mauvaise chose que de s'intéresser, si l'on est franc-maçon, mais ou ailleurs, à la chose, au monde qui nous entoure, à la politique, au rapport de force? Et si on peut influer ou infléchir une situation peut-être fâcheuse par une situation meilleure, est-ce que ce n'est pas bon, ou vous estimez que ce n'est pas le rôle de la franc-maçonnerie? C'est cela. C'est ça. C'est-à-dire que, restons sur cette phrase que l'on connaît, cette observation de Peggy, tout commence en mystique et s'achève en politique. Il y a toujours au départ de ce qu'est l'être ensemble quelque chose qui est spirituel, mystique, peu importe le terme à vrai dire, et puis peu à peu il y a dégradation.
à bâtardissement, ça devient politique. Eh bien, c'est exactement cela qui est en jeu. Moi, je ne dis pas, vous avez raison, que bien évidemment, il faut être en phase avec justement les problèmes actuels sur leurs diverses modulations. Mais en restant attentif au fait qu'il y a d'abord un sous-bassement, un substrat, un fondement, et que c'était justement l'avantage de ces sociétés de pensée qu'elles étaient enracinées, encore une fois, dans ces vieux problèmes. A presque disparu, en tout cas, c'était frité. Voilà, en gros, il s'était frité. Encore une fois, je dis bien, existe d'autres obédiences qui justement... Il y a beaucoup de francs-maçons qui sont des exactement, exactement. Et pour tout vous avouer, tenez, puisque vous me forcez à parler vrai, je vais publier encore dans 1 ou 2 mois un livre qui s'appellera « La franc-maçonnerie peut-elle réenchanter le monde ?» C'est-à-dire en montrant qu'à bien des égards, si on quitte ce domaine purement politiste, je dis bien politiste, je fais exprès d'employer ce néologisme, et bien du coup, on sera en phase avec l'esprit du temps. Eh bien, on va continuer à parler de cet esprit du temps, de la franc-maçonnerie, où elle en est, avec Michel Maffezoli, après cette petite pause. Oui, on continue de parler vrai sur Sud Radio avec Michel Maffezoli, qui fait le plaisir d'être l'invité du face-à-face de Berkov dans tous ses états. Et puis, on va prendre toutes vos réactions et vos questions au 0826 300 300. 0826 300 300. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Vous êtes prêts pour une aventure inoubliable en famille à Port-Aventura World avec Sud Radio? Découvrez un monde à l'expérience unique. La catapulte horizontale Furious Baco, l'Himalaya avec la montagne russe Shambhala. Nagez à Port-Aventura Caribe Aquatic Park et ressentez la sensation Ferrari à Ferrariland avec Sud Radio. Cette semaine, dès votre réveil, écoutez le Grand Matin Sud Radio et à tout instant, gagnez votre séjour à Port-Aventura World avec Sud Radio. Parlons vrai. Debout Léa. Oh, il est 3h du mat. Chez Brico Dépôt, les prix baissent. Je veux pas les rater. Mais ça baisse depuis cet été. Vas-y plus tard. Ah oui, pourquoi pas. Depuis 30 ans, Brico Dépôt s'engage pour votre pouvoir d'achat. Depuis le 14 juillet, nous baissons les prix de nombreux articles pour vos projets, comme la peinture blanc mat intérieure 10 litres Evalux à 25,90 € au lieu de 29,90 €, soit 2,59 € le litre. Et ça donne envie d'en faire plus. Brico Dépôt. Voyez plus grand avec nos prix dépôt. Offre hors dépôt de Cahors. À tout instant, écoutez Sud Radio, en voiture, au travail, depuis votre smartphone. Installez l'application Sud Radio depuis le Google Play ou l'App Store. Pour l'incroyable anniversaire de But, vous prendrez bien un canapé. En ce moment chez But, moins 40% sur le très beau canapé convertible avec Méridienne et coffre Riki 2 qui passe de 1149 à 699 € seulement. Un prix spécial incroyable anniversaire. 2520 pièces disponibles. Sud Radio Brive-la-Gaillarde. 97.8. Sud Radio. Eden Auto fête aussi l'été avec son festival Eden Auto Occasion. Un concert de remise, jusqu'à 1 000 € sur une sélection de véhicules d'occasion toutes marques. Le festival Eden Auto Occasion, un florilège de réductions dans toutes vos concessions du réseau Eden Auto. Offre réservée aux particuliers, valable jusqu'au 30 septembre. Voir conditions sur edenauto.com. Pensez à covoiturer. Ça vous dit un bon plan Distri? Jusqu'au 7 septembre et dans tous les magasins Distri Center, le combo en plus bas au choix est à moins de 8 € pour tous les kids de 3 à 12 ans. Moins de 8 €. Et oui, même le prix est super stylé pour la rentrée. Et vous savez quoi? Des bons plans comme ça, c'est toute l'année chez Distri. Distri Center. Voir conditions en magasin et sur districenter.fr. Audrey déteste les maths. Donc quand Flore lui dit que 8 au carré fait 64. elle ne Comprends pas. Mais quand elle lui explique que Le forfait mobile 2 heures 100 mégas est à 0 €. Ah bah là c'est évident, voilà. Chez Orange, le forfait mobile 2 heures 100 mégas pour clients Internet est à 0 € par mois pendant 12 mois pour les nouveaux clients mobiles. Puis 5,99 € par mois sans engagement. Orange. Valable jusqu'au 4 octobre 2023, conditions détaillées en boutique et sur orange.fr. Bienvenue aux familles qui veulent continuer à se régaler sans avoir à se priver. Et aux gastronomes tendance économe qui comptent bien profiter de cette rentrée pour se faire plaisir. En ce moment chez Picard, profitez de moins 50% sur le deuxième produit acheté avec la carte Picard et nous, parmi une large sélection de produits. Et pour plus de simplicité, pensez à la livraison à domicile et au click and collect sur picard.fr. Picard, pour le bon et le meilleur. Modalité sur picard.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états.
De retour dans le face-à-face de Berkoff dans tous ses états. Aujourd'hui, nous recevons Michel Maffezoli qui vient nous présenter son dernier livre, Le Grand Orient, les lumières sont éteintes, aux éditions Guitre et Daniel. Alors, Michel Maffezoli, justement, c'est tout le problème que vous soulevez dans votre livre, c'est que, évidemment, qu'il faut s'occuper du monde, mais si ce n'est pas sur des bases, effectivement, spiritualistes, dans tous les sens du terme, symboliques et qui vont très loin, il y a un problème. Simplement, je voudrais quand même rappeler quelque chose, vous n'en parlez pas dans votre livre, mais est-ce que ça n'a pas été toujours le cas? Je m'explique. C'est intéressant d'ailleurs, puisque le Grand Orient, en 1773, 250 ans de franc-maçonnerie, c'est intéressant. Mais on se rappelle quand même, dans une époque plus récente, qu'un certain maréchal Pétain, le régime de Vichy, avait interdit la franc-maçonnerie. Alors, juste, pas pour faire une polémique là-dessus, mais pour qu'on... Au nom de quoi le régime de Vichy a interdit la franc-maçonnerie? Parce que justement, il représentait toute cette idéologie des Lumières que vomissait, il faut bien dire, le régime de Vichy. Oui, c'est bien de parler du régime de Vichy, mais n'oubliez pas que le Parti communiste également avait exclu les francs-maçons, vous voyez, donc... Ah oui, de façon officielle. Bien sûr, bien sûr. Et les trotskistes, pareil, c'est-à-dire que, je dirais, vous voyez, pour élargir, que toute pensée totalitaire a tendance à vouloir évacuer la libre pensée. Voilà, le fait qu'il y ait cette liberté d'expression. Donc c'est pas du tout étonnant l'exemple que vous venez de donner en rajoutant ce que je viens de dire, bien évidemment. Voilà. Eh bien oui, voilà, c'est-à-dire que ce qu'était l'essence même de la maçonnerie, c'était ce que je viens de dire, liberté de conscience. C'est ça. Et dans le fond, je le cite pas là, mais je le cite dans le prochain, Voltaire a été initié en fin de vie au Grand Orient. Vous le dites ici aussi. Ah, je le dis aussi, je m'en souviens plus. Et donc, mais en rappelant exactement la phrase que vous avez rappelée, que vous avez citée, c'est-à-dire je ne suis pas d'accord avec toi, mais je me battrai pour que cela puisse s'exprimer. Voilà. Eh bien, de ce point de vue, cela n'existe plus. Il y a retour au GE, et on l'a bien vu au Grand Orient, sur les 2 décennies qui viennent de s'écouler, 2 ou 3 décennies, eh bien, quelque chose qui est de l'ordre de l'Inquisition. C'est-à-dire où on exclut à partir d'un dogme. Alors le dogme, prenons un exemple précis. Oui. Un des éléments clés de la maçonnerie, c'était la philosophie progressive. Progressive, ça veut dire quoi? Eh bien, c'est-à-dire quelque chose qui tient compte des traditions. D'accord. De l'ordre de la spirale. Inclut la tradition. Exactement. Voilà. Ce que j'appelle, moi, la spirale. C'est-à-dire que, ou un oxymore qui m'est cher, l'enracinement dynamique. C'est-à-dire qu'à partir... Il n'y a pas du passé, faisons table rase. Voilà. On part de du quelque passé, chose qui sont ces grandes valeurs humanistes, c'est vrai. Et que c'est à partir de là qu'en fonction du temps, on évalue. C'est ça, l'esprit du temps. Hegel, c'était un franc-maçon. Quand il parle de l'esprit du temps, c'était ça. Voilà. D'accord. Or, il se trouve que cette philosophie progressive qui est indiquée chaque fois au début des tenues, c'est-à-dire des rencontres. Oui, dans les loges, etc. Philosophie progressive est devenue un simple progressisme. C'est-à-dire l'idée du progrès indéfini, quelque chose qui est la flèche du temps, du passé faisant table rase, en quelque sorte dans la manière marxisante ou socialisante. Voilà par exemple, je dirais, un abattardissement, un décalage qui fait que cette belle idée de philosophie progressive, je dis bien encore une fois, à partir des racines, on évolue. Mais à partir des racines, la tradition pour dire bref, tradar, ce qui a été donné, je le transporte. Voilà, tradition, donc transmission. Exactement, c'est la transmission. Elle a été oubliée alors qu'elle est affichée et affirmée au début de chaque rencontre. Et par contre... Il est affiché comment? C'est indiqué, franc-maçonnerie, société philanthropique de philosophie progressive. C'est dit avec ça. Et puis on l'oublie. Et puis on fait le contraire. On rentre dans une espèce de progressisme. Alors, vous pouvez donner des exemples, par exemple, ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Vous en parlez dans votre livre. Oui, bien sûr. Ils ont été particulièrement absents, le Grand Orient. Il n'y a pas eu un mot là-dessus? Pas eu un mot. Et ça a été dit et indiqué de diverses manières, avec même pas un mot. Non, si, il y a eu des mots. Une méfiance. Ce sont des réactionnaires ou c'est des gens dangereux. Ils ne sont pas inscrits dans un parti où
ils ne sont pas une expression syndicale. Non, il y a eu des critiques violentes de la part, encore une fois, de Géo. Et le deuxième élément, c'est par exemple l'espèce d'inféodation qui a été faite aux injonctions sanitaires de la psychopandémie qui s'est écoulée il y a 2-3 ans. Vous voyez, c'est-à-dire que ils ont défendu, et moi, une des critiques qui m'a été faite, c'est dans l'ère des soulèvements, le fait que justement, je critiquais ce que j'appelais la mascarade, le port du masque, ou la muselière, disais-je, ou encore... Et on vous a critiqué là-dessus. Bien évidemment. Ouais. Et dans le fond, ils prenaient le relais des injonctions du pouvoir. Moi, je ne dis pas qu'il faut, peut-être, il fallait, j'en sais rien. Enfin, ça se discute, je dirais, on peut en discuter, et des bons esprits l'ont discuté. Mais là, c'était même pas la question, c'est-à-dire, là, il fallait rentrer dans ces injonctions et les appliquer. Mais est-ce que vous ne croyez pas, est-ce qu'il n'y avait pas au sein, peut-être, on ne pouvait pas de partout, des ateliers, des loges, etc., discussions, effectivement, peut-être véhémentes, avec certains qui étaient d'accord, d'autres pas ou... Alors, sur ce dernier point, il y a eu énormément de démissions, justement, parce qu'il n'était pas possible de poser la question. D'accord. Or, maintenant on appelle le complotisme le fait de poser des questions. Je rappelle, moi, la belle idée aristotélicienne, quand il fait la différence entre l'opinion et la pensée, la philo, il dit kalos apoier estai, poser bellement des questions. C'est-à-dire, apori. Question à tout, c'est ce qu'on dit tout le temps. Et donc, ici. dans le fond, actuellement, le vrai débat, c'est poser des questions. C'était cela l'essence de la maçonnerie. J'ai bien dit, la liberté de conscience. Eh bien là, justement, c'était gommé. C'était impossible de poser les questions, et il faut le savoir. Il y a eu, je suis pas en position de donner les chiffres puisque je ne les sais pas, on les cache à bien des égards. Mais il y a eu beaucoup de démissions. Paraît-il, énormément de démissions, de gens qui ne versaient plus leurs cotisations, capitations, etc. Et qui ont du coup été radiés. Je veux dire, étaient exclus. Mais tout ça parce que il n'y avait pas possibilité de discuter. Voilà, sur ce point particulier. Est-ce que ça a été le cas aussi, par exemple, on en parle depuis quelques années, quelle était la position, en tout cas, du Grand Orient? Parce que, comme vous dites, il y a plusieurs d'autres loges, il y a plusieurs obédiences, etc. Mais sur le wokisme, sur la cancel culture, sur le genre et tout ça, je parle de la position officielle, si position officielle il y a. Il y a eu, si vous voulez, une accentuation, je dirais, de cette attitude wokiste. Et ma proposition est un peu provocante, même assez provocante, en la matière. Je dis que le wokisme est réveillé. C'est bien ça. C'est ça que ça veut dire, normalement. Absolument. Voilà. N'est que la fine pointe, la caricature, en quelque sorte, des Lumières. C'est-à-dire, les Lumières, qu'est-ce qu'elles faisaient, les Lumières? C'était l'universalisme. L'idée qui ne fut pas négligeable. Là, d'une certaine manière, dans la caricature, on universalise une particularité. La peau, le genre, le sexe. Mais c'est un de mes maîtres, là, Julien Freund, disait que quand quelque chose est en fin de course, c'est les combats d'arrière-garde. Et le wokisme, c'est Mais bien sûr, c'est une idée simple qu'il convient de rappeler. Et là, le wokisme, c'est un combat d'arrière-garde de ce qu'étaient les Lumières. Mais juste un mot, mais est-ce que donc les instances de la franc-maçonnerie ont fait silence sur ce sujet? Ils ont quasiment imposé que ce qu'on appelle les plans, c'est-à-dire, on va dire, les conférences, les interventions, etc., soient essentiellement centrées sur ces éléments wokistes. Voyez, il y a eu de la technobureaucratie, de cette obédience à l'encontre d'autres obédiences, mais a mis l'accent essentiellement sur ce qu'il s'est appelé le sociétal. C'est-à-dire, finalement, ne prendre en compte que non pas des questions, des questions symboliques, spirituelles, culturelles, j'en sais rien, moi, tout ce qui est, je l'ai bien dit, le fondement même de l'être ensemble. Mais au contraire, l'aspect, et c'est pas méprisant ce que je dis, mais l'aspect un peu plus superficiel, on va dire. Voilà. Alors oui, le sociétal plutôt que le social. En gros. Mais moi j'aimais ce mot sociétal dans la mesure où en gros il s'agissait d'indiquer ce qui était le plus profond, ce que j'appelais la centralité souterraine. Et là c'est plus du tout le cas, c'est-à-dire c'est devenu un social un peu, quand j'ai rien à dire, je dis sociétal, si je puis dire quelque chose de cette Mais vous savez ce que disait Harakiri, ce n'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule. C'est Raymond DeVos disait, quand j'ai rien à dire, je veux que ça se sache. On se retrouve juste après cette petite pause et nous, on a des choses à dire. On continue cet entretien avec Michel Maffezoli et puis avec vous aussi au 0826 300 300. On va prendre toutes vos réactions au standard. 0826 300 300.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Roquette, c'est le chien de Loïc. Alors oui, il bave sur le canapé, il aboie parfois sans raison et ne reste jamais assis très longtemps. Mais Roquette, il est en bonne santé et c'est la plus grande fierté de Loïc. Pour ça, il lui offre la meilleure alimentation au meilleur prix. Et jusqu'au 2 septembre, pendant la vente Flash Gamme Vert, profitez de moins 40% sur le deuxième sac de croquettes. Moins 40%. Gamme Vert, l'autoproduction et l'avenir. Conditions et magasins participants sur gammevert.fr. Quand on part en vacances, mes parents ils me réveillent en pleine nuit pour éviter les embouteillages. Moi, les miens, ils se couchent super tard pour finir la valise. Mon père aussi. Et en plus, il veut jamais s'arrêter pour arriver plus vite. Après, il est épuisé. Et si nous transmettions la bonne attitude? Sur un long trajet, une pause toutes les 2 heures. Assurance Prévention, une association de France Assureurs. Gère tout dans la maison. Gère tout ce que je veux. Avec un bouquet de solutions, moi je vois la vie en mieux. Pour votre ménage, l'aide aux seniors ou la garde d'enfants, faites confiance à notre équipe dévouée et bénéficiez de 50% de crédit d'impôt sur l'ensemble de nos prestations. Plus d'infos sur o2.fr. Et moi je vois la vie en mieux. Sud Radio Libourne 106. Sud Radio. Mais peut-on trouver des bières Desperados en promotion? Ah, jolie robe. Non, c'est un chandail. Oh, la robe de la bière. Ah, pardon. Bon, rendez-vous dans votre magasin U et sur courseu.com du 29 août au 10 septembre pour profiter de 60% de remise sur le deuxième pack de 12 bières Desperados 33 centilitres, soit 21,07€ les deux au lieu de 30,10€. Et avec votre carte U, participez à notre grand jeu et tentez de gagner des euros carte U. U, commerçant, autrement. Pack de 3 litres 96, 2,66€ le litre des deux packs pour un retrait jusqu'au 10 septembre selon ouverture de votre magasin. Conditions et règlements sur magasin-u.com. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Boulanger. Comment ça, tu connais rien au rugby? Bah non. Attends, regarde. Tu fléchis les jambes, plaquage dans le fauteuil, extension du bras, télécommande, la petite touche, et hop, t'es dans le jeu. C'est simple. Jusqu'au 25 septembre, profitez des prix plaqués chez Boulanger avec la TV Samsung CU 8505, 65 pouces, UHD 4K à 699€ au lieu de 999. Livré et installé gratuitement dès le lendemain. Et avec la Big Collect, Boulanger reprend vos anciens appareils pour les réparer ou les recycler. Boulanger, si bien ensemble. 10€ d'éco-participation. Conditions sur boulanger.com. Vous avez l'air en grande forme. Ça fait plaisir à voir. Et pour vous faire plaisir, justement, il y a la grande rentrée poltron et sofa. Économisez au moins 30% sur les nouveaux canapés de la collection. Alors, qu'attendez-vous? Rendez-vous vite en magasin. Poltrone e sofa, solo divani di qualità. Et voilà! Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions en magasin. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Au retour dans le face-à-face de Berkov dans tous ses états, toujours avec Michel Maffezoli, sociologue et auteur de ce nouvel ouvrage. Le Grand Orient, les lumières sont éteintes, c'est aux éditions Guy Trédaniel. Alors, Michel Maffezoli, on a un peu parlé de ce qui se passe, de ce que vous considérez effectivement comme un, je dirais, abattardissement ou dévoiement Et d'ailleurs, je voudrais juste citer cette phrase que vous citez dans votre livre de Pier Paolo Pasolini, écrivain communiste, je le rappelle. Il disait « L'antifascisme est le pire des fascismes ». En tout cas, c'est le problème, voilà, les intégrismes, c'est terrifiant. L'extrémisme intégriste, d'où qu'il soit, est quelque chose de terrifiant. Et en fait, alors, est-ce que c'est aujourd'hui, très sincèrement, et peut-être au-delà du Grand Orient, mais parlons du Grand Orient que vous connaissez bien, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui rentrent effectivement en franc-maçonnerie, hier, aujourd'hui et peut-être demain, pour des postes, pour des avancements, pour, oui, tel, il y a l'amicale de tel. Vous avez parlé de, dans une loge, il y avait à la fois le moitié de policier, moitié d'anarchiste, qui est intéressant d'ailleurs, qui est plutôt un compliment pour la franc-maçonnerie. C'était ça, bien, oui. hein. Et aujourd'hui, quand même, il y a cette espèce évidemment, d'arrivisme social. Est-ce que cet arrivisme social, comme dans tout, pas que la franc-maçonnerie, est-ce que ça utilise effectivement, est-ce que ça fait partie pour vous du dévoiement? Ou ça a toujours existé? Non, au début au XVIIIe siècle, quand on s'amuse à regarder les noms, par exemple, de ce qu'on appelle les grands maîtres, c'est-à-dire les présidents de l'obédience, oui. C'était des nobles, c'était des princes, c'était après des ministres, et jusqu'au début du XXe siècle, ce fut le cas. Actuellement, c'est quoi? C'est une espèce de dégradation, un syndicaliste, un vétérinaire, j'ai rien contre. Hein, oui. Vous les considérez comme des sous-hommes, Michel? Non, pas du tout. Non. Mais enfin, disons, on n'est plus là dans ce qu'était, en quelque sorte, le dessus du panier, si je puis dire. Pour dire bref,
une bonne partie de cette technocratie, ce sont des ratés professionnellement. Et qui donc trouvent là ce qu'on appelle la cordonite. Hein. Ils ont des cordons, ils ont des décors, ils ont des trucs comme ça. Des écharpes. En gros. Et c'est une manière, en quelque sorte, de se valoriser à côté d'une vie professionnelle qui est minable, pour dire bien. En latin, on dit minus abens. Minus abens. Je vais le dire en latin, c'est moins grave. Minus abens, qui en ont moins, en quelque sorte. Et du coup, ils trouvent là quelque chose qui est une espèce, disons-le tout simplement, moi je suis pas un psy, mais de compensation très précise. Et ça n'attire plus les jeunes. Moi, quand je suis rentré, puisque vous avez eu la gentillesse de rappeler que j'y étais il y a une cinquantaine d'années, la moyenne d'âge était de 42 ans. Quand vous êtes rentré. Quand je suis rentré. Actuellement, elle est de 65, me disait un grand maître il n'y a pas longtemps. Voilà, ce que j'ai appelé le dernier chapitre, j'appelle 50 nuances de gris. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des rassemblements où, je vous ai dit, les jeunes ne se retrouvent plus. Moi, j'ai beaucoup de jeunes amis qui vont rentrer dans la maçonnerie, mais qui vont aller à la GLF, à la Grande Loge de France, à d'autres obédiences spirituelles, la Grande Loge de la culture et de la spiritualité, il y en a, je veux dire, mais c'est plus ce qu'a gardé, ce trésor que devait garder une obédience qui existait au Grand Orient et qui n'existe plus. Et encore une fois, ce vieillissement n'est pas négligeable. Hein, c'est un indice. Si l'âge moyen aujourd'hui, voilà, effectivement, c'est un indice intéressant. Et pourquoi ça ? Parce que justement, ils ne sont plus en phase avec cette espèce de recherche qui va caractériser pour moi la société en cours. Post-moderne, hein, la recherche du spirituel, les pèlerinages de Chartres, les journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne, vous voyez, là on voit bien là une préoccupation juvénile qui ne se reconnaît plus dans un matérialisme historique socialisant ou marxisant. Or, il se trouve que la technobureaucratie de cette obédience, si je me suis bien fait comprendre, est restée sur cette perspective socialisante, purement matérialiste. Alors qu'il y a une grande tendance de fond, de mon point de vue, c'est ce que j'ai développé dans des livres précédents, la nostalgie du sacré, etc. Oui, mais juste un mot, Michel Papézoli, vous dites socialiste, il y a autant de francs-maçons de droite que de gauche. Vous le savez très bien. Je m'interroge. Mon livre concerne le Grand Orient. Qui est plutôt orienté à gauche. Voilà. Dans d'autres obédiences, c'est pas du tout le cas. Mais qui ont gardé leur dimension spirituelle, c'est en clair. Hein, le fait qu'on s'intéresse, encore une fois, je dis bien, le propre des rituels qui existent dans toutes les sociétés de pensée, bien c'était de rendre visible une force invisible. Voilà, hein, c'est ça la définition que j'en avais donnée, moi. On va montrer comment, d'une certaine manière, on va exprimer cela. C'est ça les rituels. Et là, actuellement, bien cela est perdu. Mais est-ce que vous ne cédez pas à vos syndromes de droite en disant que la gauche ne peut pas accéder à la spiritualité, il n'y a que la droite qui accède à la spiritualité, ce qui n'est pas vrai. Ce que je ne pense pas. Et si je donne l'impression de ce que vous venez de dire, je ne sais pas mon sentiment, après dire. Non, d'abord, je n'aime pas ces catégories gauche et droite qui ne sont pas les miennes, pour tout vous avouer. C'est clair. Mais voilà, et puis tout simplement, je l'ai dit depuis tout à l'heure, je dis bien la technobureaucratie. C'est ça. Hein, pas à l'ensemble. Voilà, je veux prendre une nuance parce que je reçois beaucoup de messages justement de gens qui sont au Grand Orient et qui resteront au Grand Orient, encore une fois, mais qui ne se reconnaissent plus dans ce devenir purement sociétal ou purement politiste. Alors je dis socialisant, marxisant. Moi j'ai lu Karl Marx, c'est un auteur qui m'intéressait et je l'ai lu en sa totalité. Une belle interprétation du 19e qui n'est plus en phase avec la situation actuelle. Voilà, en gros. Mais eux, ils ne connaissent même pas ça. Voilà. C'est le pauvre. On va voir ce que en pensent nos auditeurs, Esteban. Oui, parce que nous sommes en direct avec Vanessa qui a composé le 0826 300 300. Vanessa, vous nous appelez de l'Hérault. Bonjour. Bonjour Vanessa. Bonjour Monsieur Bercoff, bonjour à votre invité et merci pour la qualité de vos émissions. Merci. Malheureusement, je la prends en cours, mais je suis tout à fait d'accord depuis les 10 dernières minutes là que j'écoute avec ce que dit votre invité. Ouais. Et je voulais faire une précision que beaucoup d'entre nous ont entendu et François Hollande a bien dit qu'aujourd'hui, pour rentrer et faire de la politique, si on n'était pas franc-maçon, c'était impossible. Donc je pense que la franc-maçonnerie gouverne la France aujourd'hui et non plus ni la macronerie. Enfin moi je l'appelle Emmanuel Maçon.
Voilà. Emmanuel Masson. Ah oui, pas Emmanuel Macron. Ah oui, tiens, j'avais pas entendu ça, Vanessa, mais voilà. Mais... Oui, alors, est-ce que franchement, est-ce que ce n'est pas là être un peu, je dirais pas complotiste, parce que ce mot est imbécile et du mot valise, mais est-ce que effectivement, je sais pas si François Hollande a dit ça, à vérifier, hein, mais que pour faire de la politique, c'est mieux d'être dans la franc-maçonnerie en général? Non, à mon avis, pas du tout. Hein. Ce fut le cas dans la Troisième République, dans l'entre-deux-guerres peut-être encore, si vous voulez. Mais là, actuellement, non, pas du tout. Il y a d'abord assez peu de... Il y a quelques ministres, bien évidemment. Ah bah oui, alors, pas mal. Ouais. Bof, pas énormément. Des députés aussi, quelques-uns. Il y a une fraternelle, d'ailleurs, de parlementaires. Oui, oui. Alors, il paraît quand même, alors, c'est très discuté, donc je vous dis ça, c'est anecdotique, qui sont quand même 330. Non, c'est pas vrai. Entre le Sénat et l'Assemblée nationale. J'entends. Ouais. Mais quand on appelle cette fraternelle des parlementaires, il ne faut pas oublier que tous les grouillots, les bureaucrates... le secrétaire, en gros, etc. voilà, donc c'est pas les députés. On n'est plus du tout dans le chiffre que vous venez d'indiquer. Hein. Moi, je ne dis pas que c'est pas existant. J'y ai parlé, pour tout vous avouer, hein, donc, dans cette fraternelle en question. Mais c'est pas du tout que des députés, loin de là, loin de là. Non, en gros, je pense plus qu'il y ait ce type d'influence. Alors qu'il y ait de l'affairisme dans tel ou tel ministère, etc. Peut-être que mon livre me vaudra un redressement fiscal, éventuellement, dans certains ministères. Je ne souhaite pas. Non, je l'espère. Et il y a un effet, mais pas du tout en termes de pouvoir, véritablement. Voilà. Par contre, et c'est cela qui est intéressant et qu'il faut répondre à cette dame, c'est que, à bien des égards, la technobureaucratie de l'obédience mime le politique. Oui, d'accord. Remplace le politique. Prend les habits du politique. En gros, c'est ça, mimer, caricaturer, etc. Et veulent jouer de ce point, mais ils veulent jouer. Hein, c'est ça la théâtrocratie. Hein. Mon bon ami Baudrillard parlait de simulacre. Hein. Et je cite aussi Guy Debord, La Société du spectacle, en disant il y a une maçonnerie du spectacle actuellement, c'est vrai. Alors ils peuvent mimer, encore une fois, un type d'influence qu'ils n'ont plus. Voilà. Oui, c'est ça. C'est la caricature. Et justement, là, pour revenir quand même à votre... parce que c'est intéressant, Michel Mafosile, on l'a abordé en début d'émission, mais vous, votre expérience de la maçonnerie, puisque 50 ans, je ne vais pas vous demander de raconter les 50 ans, il faudrait 5 heures, mais au fond, pendant très longtemps quand même, ça vous a apporté quoi à vous? Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y avait encore premièrement cette idée de tolérance, de liberté de conscience. Et ce sont des éléments structurels, hein, une caractéristique essentielle, dirait Durkheim, qui était là. C'est cela que ça m'a apporté. Hein, c'est-à-dire cette espèce de discussion qu'on pouvait avoir. De l'autre, exactement. Dire, etc., ouais. Dans la loge où j'ai été initié, moitié de commissaires de police, moitié d'anarchistes. Voilà. Et Lyon. C'est-à-dire Lyon, c'était l'endroit... C'était à Lyon. Oui, c'est à Lyon. C'est l'endroit où justement un commissaire de police avait été tué en 68. Le seul endroit en France. Hein, un camion qui avait été jeté par les étudiants sur un pont et un des commissaires, là, malheureusement, était mort. Et c'était intéressant de voir que 71, 72, peu de temps après 68, il y avait une possibilité de discussion, vous voyez, entre les commissaires de police qui étaient là et les anarchistes qui constituaient cette... Voilà ce que ça m'a apporté, tout simplement, la liberté d'esprit. Hein, le fait qu'on pouvait penser par soi-même. Des rencontres. Alors bien sûr, avec des gens auxquels moi je ne serais pas, dans mon travail universitaire, je ne serais pas rentrer en contact avec toute une série de gens qui n'étaient pas de mon milieu, pour dire vrai. Donc c'est cette idée-là qui était le propre même de cet élément important à maçonnerie, de la fraternité. Hein. Moi j'ai employé un vieux mot français du Moyen-Âge, l'affrèrement. Hein, c'est-à-dire cet affrèrement, c'est quoi là? Comment c'est la fratrie qui vit ensemble. La fratrie qui vit ensemble. Eh bien, c'était ça au Moyen-Âge. Hein. Les Italiens ont gardé le mot fratellamento. Mais donc, du coup, c'est cette dimension, puisque vous me posez la question, qui m'a beaucoup marqué, jusqu'à ce que j'ai vu que d'une certaine manière, ça a pris du temps de m'en rendre compte. J'ai vu que cette fraternité ou cette liberté de penser n'existait plus, et l'Inquisition reprenez une force et vigueur, là, indéniable. Oui, parce que, alors, vous parlez, c'est ça, c'est un mot fort, je vous dis, vous y allez fort. Quand vous parlez de l'Inquisition, c'est-à-dire, c'est vraiment, aujourd'hui, il faut montrer, j'allais dire, patte blanche, où il faut montrer qu'on est dans la norme, les normes qui sont les normes de la bien-pensance, ou les normes de la pensée acquise, ou maîtrisée, pensée maîtresse, je dirais. Oui. En gros, il faut être dans cette... Le terme a été dit
de diverses manières dans cette bien-pensance. Moi, j'ai beaucoup insisté dans certains de mes livres là-dessus, le conformisme logique. C'est Durkheim qui montrait comment, d'une certaine manière, on était pris dans un conformisme. Et là, ça a aussi gagné, encore une fois, cette obédience, encore une fois, où la structure essentielle, je disais, le fondement, c'est la liberté de penser. C'est-à-dire, encore une fois, on peut penser différemment. Or, il ne faut pas oublier, et d'ailleurs, c'est le titre que le grand obédience donne, un des qualificatifs, obédience adogmatique. Adogmatique, voilà. Trait d'union dogmatique. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout dogmatique. A priori, c'est alpha privatif en grec. Et là, c'est devenu un vrai. C'est une pensée dogmatique. C'est-à-dire que ils peuvent radier ou exclure des gens qui justement vont. Moi, ma règle. Moi, j'ai fait des conférences dans des endroits de droite, d'extrême droite, du Parti socialiste, du Parti communiste. Oui, aussi bien extrême droite qu'extrême gauche. Neutralité axiologique. J'ai appris ça de Weber et des maîtres qui m'ont formé. Le savant et le politique. Donc moi, quand je suis invité, j'y vais. Je ne cache pas ce que je pense, etc. Sûr. Et je crois que quand je parle avec vous, c'est pareil. Il y a cette espèce de... Eh bien là, cette dimension-là était gommée. C'était impensable. On ne peut pas assister ou participer à telle émission. Vous voyez vous participez, vous déjeunez avec telle personne. En gros, je ne vais pas nommer les noms, mais disons que d'une certaine manière, moi, on m'a condamné parce que j'avais été dans telle émission avec tel journaliste qui n'était pas, dans la bien-pensance. J'avais participé à un colloque par un député, mais qui n'était pas du bon bord, etc. Mais alors, qu'est-ce qui vous donne comme prétexte, ou en tout cas comme raison? Vous dites c'est parce que vous avez... c'est très précis. En gros, c'est très précis et très simple. Et encore une fois, je ne peux pas donner les noms, mais c'est très précisément 4 ou 5... ils retiennent 4 ou 5 de ces situations, colloques, déjeuners... vous avez fait ça et ça, c'est ça les crimes qu'on vous propose. Voilà ce qu'est du dogmatisme. Vous comprenez, si je dis inquisition, c'est pas pour rien. C'est parce que dans le fond, c'est à partir de censément un corpus d'idées qu'on va vous condamner. Vous voyez, un exemple simple. J'ai critiqué personnellement, et de vieille date, la République une et indivisible. En montrant que, qu'on le veuille ou non, il y avait du tribalisme dans nos sociétés. Il y avait quelque chose. Et je me suis amusé, je me suis appuyé sur Plotin, l'Énéade. C'est à partir de la diversité qu'il y a de l'harmonie. Vous deveniez à vos tribus. Alors le temps des tribus, etc., c'était une provocation. Maintenant, je dis idéal communautaire. Enfin, peu importe. Voilà un élément, si vous voulez, en disant les choses changent. Ce qu'était la République une et indivisible, et bien, il faut arriver à penser la res publica, la chose publique, à partir de la diversité. Or, il se trouve qu'il y a une image importante en maçonnerie qui est la mosaïque. La mosaïque, c'est le pavé qui est là dans tous les ateliers. En fait, on est différents, mais ensemble, en gros, on forme. Et moi, j'insistais beaucoup sur j'aime beaucoup cette expression latine, coincidentia oppositorum, cette coïncidence des choses opposées. Or, c'est un des cœurs battants de la maçonnerie. Eh bien, là, ça, il l'oublie. Voilà, en gros, c'est pour ça que je dis, voilà ce qui est devenu, à bien des égards, de l'intolérance au sectarisme. On va se retrouver avec Michel Maffezoli, lui pas du tout sectaire, on peut le dire, après cette petite pause. Oui, on continue de parler vrai sur Sud Radio dans Berkov dans tous ses états avec vous au 0826 300 300. Appelez-nous si vous avez une question pour Michel Maffezoli qui est notre invité du jour. A tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Mais peut-on trouver une enceinte Bluetooth JBL Charge 4 à 89,99 €? Régal pour mes oreilles. Surtout pour votre porte-monnaie. 40% d'économie, c'est exceptionnel. C'est sûr. Du coup, rendez-vous dans votre magasin U et sur courseu.com du 31 août au 2 septembre pour profiter de l'enceinte portable JBL Charge 4 étanche avec 20 heures d'autonomie à 89,99 € au lieu de 149,99 €, soit 40% d'économie. U, commerçant autrement. Garantie 2 ans, dont 13 centimes d'éco-participation, offre valable dans les magasins U participants et sur courseu.com pour un retrait du 31 août au 2 septembre, selon prix conseillé par le fournisseur en juin 2023. Dans le nouveau magazine Journal de France, actuellement en kiosque, retrouvez notre reportage sur Alain Delon. Comment à 87 ans, il se libère des tourments qu'il subit. PPDA, retour sur la disparition de son épouse. La douloureuse séparation de Laetitia Hallyday et de Djalil Lesper. Un retour possible du groupe Téléphone selon Louis Bertignac. Jean Dujardin, grand amateur de rugby, sera aux manettes de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde. Bernard Arnault, une aubaine pour notre pays. Journal de France, un magazine La Fontresse, en vente chez votre marchand de journaux. Bienvenue aux familles qui veulent continuer à se régaler sans avoir à se priver.
Et aux gastronomes tendance économe qui comptent bien profiter de cette rentrée pour se faire plaisir. En ce moment, chez Picard, profitez de moins 50% sur le deuxième produit acheté avec la carte Picard et nous, parmi une large sélection de produits. Et pour plus de simplicité, pensez à la livraison à domicile et au click and collect sur picard.fr. Picard, pour le bon et le meilleur. Modalité sur picard.fr. Pour votre santé, bougez plus. Sud Radio à Dijon en DAB+. Sud Radio. Pour l'incroyable anniversaire de But, vous allez être incroyablement gâtés, croyez-moi, je m'y connais. C'est le moment de jouer avec But. Participez au grand jeu 100% gagnant et tentez de gagner l'un des 2 millions de cadeaux incroyables de l'anniversaire. Alors rendez-vous vite chez But. Conditions du jeu en magasin et sur but.fr. Chez Leroy Merlin, nous sommes là pour tous vos projets. Alors quand vous nous dites « J'aménage mon petit chez moi », vous auriez des petits prix ? On vous répond « Découvrez notre kit dressing New Start Openga ». Jusqu'au 12 septembre, il est à 89,90 € au lieu de 99,90 €, soit 10% de remise. Leroy Merlin, on peut tout construire ensemble, même l'avenir. Dimension 200 par 177,2 cm max, profondeur 50 cm, produit concerné sur leroymerlin.fr. Ma rentrée à prix minus chez Auchan. Jusqu'à lundi, grâce à votre carte Waouh Auchan, cagnotez 50% sur toutes les trousses et agendas scolaires, ainsi que sur une sélection de maroquinerie et de fournitures scolaires. Avec une offre pareille, remplissez votre cartable d'économie. Auchan, avec plaisir. 50% de cagnotte sur toutes les trousses, agendas scolaires et sur une sélection de maroquinerie et de fournitures scolaires. Hors librairie, bagages et sport. Valable dans vos hypermarchés Auchan participants et sur Auchan.fr. Conditions en magasin. Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby, lance le compte à rebours et vous plonge au cœur de l'événement avec François Trio, Alexandre Priam et toute l'équipe de Sud Radio, appuyée par nos correspondants en région. Des consultants prestigieux, Daniel Herrero, Johan Huget, Philippe Spanghero, Eric Bonneval, Marjorie Mayence, Julien Thomas et Andrew Mertens, l'ouvreur star des All Blacks, pour une couverture complète de l'événement. Tous derrière les Bleus. Dès le 4 septembre, la plume d'Herrero dans le Grand Matin Sud Radio. Chaque soir, du lundi au vendredi, dès 20h, au cœur de la mêlée. Revue des matchs, témoignages de passionnés, opérations spéciales en région et tous les matchs du 15 de France. Soyez au cœur de l'action avec Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby. Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. On termine ce face-à-face avec Michel Maffezoli qui est notre invité aujourd'hui pour son dernier ouvrage, Le Grand Orient, les lumières sont éteintes. C'est aux éditions Guy Trédaniel. Alors justement, il faudrait parler de quelque chose qui quand même préoccupe beaucoup de gens. Je parle de gens qui ne sont pas dans la franc-maçonnerie ou qui ne l'ont jamais été. C'est ce culte du secret. Alors vous allez me dire, oui, les sociétés secrètes, c'est ça. Mais enfin, ce culte du secret, on ne doit pas dire qu'on est franc-maçon, on ne doit pas révéler. Ça appartient effectivement à chacun. Mais moi, je suis très frappé, Michel Maffezoli, qu'en ce moment, vous savez, sur les réseaux sociaux, mais même avant un peu partout, ça fait une espèce de nébuleuse où on entend Illuminati, World Economic Forum, trilatéral, etc., Klaus Schwab, Bill Gates et compagnie, et puis les francs-maçons. C'est-à-dire, voilà, ce sont ceux qui, en fait, gouvernent le monde, ce sont ceux qui trament. Et il y a un côté quand même, est-ce que le secret n'induit pas aussi, alors je ne dis pas que c'est bien, évidemment, c'est l'auberge espagnole des fantasmes, mais est-ce que ça n'induit pas quelque chose? On dit oui, mais en fait, ils veulent pas parler d'eux, ils veulent rester secrets parce que c'est eux qui... Allez, sont les marionnettistes, c'est eux qui tirent les ficelles. Oui, moi je vous ai dit tout à l'heure, je ne le pense pas. Je ne crois pas que c'est le cas. Ça a pu l'être, je dis bien. Au XVIIIe et toute une bonne partie du XIXe siècle, il y avait quelque chose qui était en phase avec le temps et donc qui agissait véritablement. C'est plus le cas et bien sûr les fantasmes tels que vous venez de les dire, je les sais, ils sont là. Où on va repérer, comme les francs-maçons, ceux qui s'inscrivent dans cette dimension des Illuminati, encore une fois, des sociétés secrètes. Pour moi, c'est pas quelque chose. Mais enfin, le culte du secret. Pourquoi On a commencé par cela tout à l'heure. Au début, je redis le mot que j'ai dit, même s'il peut paraître un peu curieux, il y a toujours dans toute société une dimension ésotérique. C'est-à-dire un savoir profond. Voilà. Et donc, dans le fond, la maçonnerie s'inscrit dans cette dimension ésotérique. Voilà. Et alors, le mot, alors, je sais que vous aimez le latin, donc je vais vous dire un mot. Le mot latin essentiel, c'est la discrétio. Discrétio. Mais ce mot, on l'a traduit en français par discret. En fait, la discrétio, c'est le discernement.
C'est ça la pensée ésotérique, le discernement, vous voyez, l'approfondissement des choses. Les grands philosophes avaient cette discrétion. Alors, la discrétion, c'est-à-dire le discernement, amène à être prudent. Et il y a un glissement qui, pour moi, n'est pas dérangeant, entre cette discrétion, entre le discret et le secret. Vous voyez, mais le secret comme étant, encore une fois, un des fondements qui existe de tout temps, encore une fois, ces pensées profondes qui font que ça sert de soubassement à tout être ensemble. En gros, voilà. Et je crois qu'il y a, alors, et ce que vous me dites m'amène à penser que la confusion qui se passe, c'est que, comme aujourd'hui, les gouvernants, enfin, que ce soit les pouvoirs, droite, gauche ou n'importe, soit mentent, soit dissimulent. Est-ce que les gens ne se font pas en disant tout ce qui est secret, dissimulé, est quelque chose qui ressort soit du mensonge, soit du manipulation? Parce qu'il y a l'empire du mensonge aujourd'hui, on le sait, vous le savez aussi bien que moi. Mais justement, le fait qu'on est en une période de décadence, et soyons clairs tout de même, on est dans le crépuscule d'une civilisation, pour moi, c'est-à-dire la modernité est en train de s'achever. Et à ce moment-là, les pouvoirs s'emploient le mot que vous avez employé est fort juste, mensonge. Moi, j'ai dit comme ça, d'une manière un peu plus ironique, sincérité successive. C'est-à-dire que encore s'il y avait ça, ce serait bien. On affiche des choses et puis demain on dit le contraire ou autre chose, etc. Et dans ce cadre d'un mensonge généralisé, qui est la caractéristique de toutes les décadences, quand on regarde chaque 3-4 siècles, il y a quelque chose dedans, eh bien, il y a nécessité de corps entiers, de sociétés qui, au contraire, s'emploient à chercher la vérité, si vous voulez, quelque chose qui n'est plus simplement d'un mensonge théâtralisé, en quelque sorte, ce qui est encore la dominante de ce jour. Alors oui, voilà, cette pensée ésotérique, on a commencé par là, moi je maintiens, c'est une idée importante qui fait qu'il y a nécessité de cet ordre qui après se diffracte, se diffuse. On a, je crois que, Esteban, je crois qu'on a Frédéric, oui, on a Frédéric qui nous appelle de Paris. Bonjour Frédéric. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour. Oui. Bonjour André, bonjour à votre invité. Je voulais intervenir sur le dernier point qui a été soulevé concernant un petit peu la notion, comment dirais-je, secrète du truc et tout le mythe que ça peut faire. Moi j'ai connu, je suis pas maçon, j'ai connu par contre pas mal de maçons, notamment des journalistes, il y a quelques années, et en fait il en ressortait une chose qui était que globalement c'était des gens qui étaient entre guillemets un petit peu paumés, des gens qui n'étaient pas tellement sûrs d'eux, en tout cas ceux que j'ai pu côtoyer, bien contrairement aux apparences. Finalement, c'était pas des gens qui étaient du tout sûrs d'eux du tout. Alors, est-ce que il n'y a pas justement dans ce monde-là aujourd'hui une dimension qui fait qu'on va essayer de recruter? On a essayé, moi, de me recruter à une époque, essayer de recruter justement des gens qui vont avoir malgré tout un certain pouvoir. Je pense aux journalistes, puisque c'est ce dont j'étais en train de parler, qui n'ont pas véritablement forcément conscience du truc, mais qui peuvent être manipulés justement par des gens un petit peu plus haut placés dans les obédiences. Michel Maffezoli. Oui, je dis tout à l'heure, il y a... Vous avez dit qu'il y avait beaucoup de gens dont leur vie n'était pas... En gros, c'est ce que j'allais répondre. Monsieur dit paumé, moi j'ai dit tout à l'heure raté. Et donc on en rajoute. Il y a de la surcompensation à ce moment-là. Oui, c'est vraiment le cas. Actuellement, c'est un peu quelque chose de cet ordre, alors que en son sens originel, la tradition, au contraire, c'était des esprits éclairés, justement, des vrais esprits éclairés. En fait, quelque part, ça permet à certains d'exister. Ils se sentent exister. C'est une manière, en quelque sorte, de compenser, disons-le, de ceux qui... Et moi, j'en ai connu, comme ça, des processus de compensation. Il se trouve que, comme ils ont du temps, c'est eux qui gèrent, et en trichant. Tenez, je vais quand même le dire. Regardez à la page 40 de mon livre, je rappelle que quand on ne dit plus la vérité, c'est le mensonge qui prédomine. C'est les tricheurs. Et en vieux français, on appelle ça les trichards. Et il se trouve que le grand maître actuel du Grand Orient a ce nom-là. Donc, c'est un symbole, je dirais, j'y avais pas pensé du tout. Il s'appelle Trichard. Il s'appelle Trichard. Bravo. Voilà, c'est-à-dire... Et le Trichard... avoir des procès, vous. Je le sais. Mais le Trichard, je le mets au pluriel dans le livre, mais le Trichard en la matière, c'était ce qui a escroqué au jeu, en quelque sorte. Vous voyez. Eh bien, c'est un peu quelque chose de cet ordre qui se passe actuellement. En tout cas, comme vous le savez, ici à Sud Radio, avec Michel Maffezoli, avec tous nos auditeurs, on ne tricharde pas, c'est clair. Merci beaucoup Michel.